Ils vivent pendant que nous dormons. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Invasion Los Angeles de John Carpenter, They Live en VO. Donc deuxième volet de mes films préférés qui symbolise l'esprit de résistance et de rébellion des années 80. Donc je vous avais déjà parlé dans la vidéo précédente de V, sur une invasion extraterrestre insinueusement, qui s'infiltre insinueusement dans la société. Là en fait c'est un peu le même genre, on retrouve le même genre de film. Donc de John Carpenter, pour moi c'est le plus grand film de John Carpenter après The Thing. Alors pas au niveau de sa forme, parce que la forme ça fait très série B années 80. D'ailleurs c'était un petit peu vendu comme une espèce d'invasion USA de Rambo dans certains films, dans certains pays, sur les affiches, mais en fait d'ailleurs le titre français Invasion Los Angeles a été un peu vendu comme une espèce de sous-Rambo, de sous-film de la canon, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une histoire de résistance, d'éveil. C'est le film complotiste par excellence, très très culte, et qui utilise tous les artifices de la série B, mais qui en fait ont des messages super intéressants à l'intérieur. Donc on suit les aventures d'un héros blanc de la classe moyenne, enfin même de la classe ouvrière, qui s'appelle John Nada. Donc Nada, ça veut dire rien, ça veut dire que c'est rien du tout, qui évolue qui vient à Los Angeles pour taffer, et qui cherche du boulot, qui croit beaucoup en son pays, dans la valeur de son pays, et qui découvre, par le biais des rencontres qu'il fait, qui se retrouve dans un camp, pas un camp de réfugiés, mais un camp un peu de working class, ou de gens qui bossent, ou des gens qui galèrent. Alors il y a tout, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un film bêtement anti-capitaliste, anti-flic ou anti-blanc, ce qui est très intelligent d'ailleurs de la part de Carpenter, c'est que c'est un film anti-pauvre, en fait, anti-galérien, et la pauvreté n'a pas de couleur, et n'a pas de corps de métier spécifiquement. Donc on retrouve dans ce camp des latinos, des blacks et des asiatiques évidemment, mais aussi des blancs, et donc il fait la connaissance d'un autre ouvrier, il trouve du taf, il est ouvrier, etc. Il se retrouve dans cette espèce de petit camp de réfugiés qui s'appelle Justiceville, et il découvre, il voit des trucs un peu chelous qui se passent autour d'une église, autour d'une chapelle. D'ailleurs c'est très très intéressant, puisque la chapelle, le plan de la chapelle, de la petite chapelle, où il va découvrir la vérité en fait, on verra ça après, est complètement écrasé par les buildings à l'extérieur, comme si en fait l'ultralibéralisme écrasait même l'endroit où les gens se recueillent par rapport à la foi, par rapport à l'espérance, etc. Et par rapport au Christ, etc. Donc c'est très intéressant aussi. Quand on voit ces plans, c'est Carpenter, c'est un grand metteur en scène. C'est un bourrin, c'est un film de bourrin, c'est-à-dire que c'est pas un film qui est fin du tout. Le film est avec Roddy Piper qui interprète ce jeune héros ouvrier de la working class. Et c'est Roddy Piper, moi qui étais fan de catch quand j'étais gamin, il affrontait Hulk Hogan, c'était un catcheur qui affrontait Hulk Hogan dans les combats de catch, etc. Moi j'adorais ça, mais c'est pas un grand acteur. À la base, je crois que c'est Kurt Russell qui devait jouer le rôle. Et finalement, John Carpenter avait pas le budget, et il avait essuyé plusieurs échecs. C'est un peu ça l'histoire de Carpenter, c'est qu'il a fait des grands films qui n'ont pas très bien marché, malheureusement. Et parce que trop subversifs en fait pour l'époque, trop en avance sur leur temps. Et donc il n'avait pas le budget, il n'avait pas l'acteur, et et donc ça se voit, le film souffre de son manque de budget, de son manque de temps. Je crois que le film a été tourné en peu de temps avec peu de budget. Donc il y a cette figure, le catcheur américain, très balèze, avec la coupe mulet, qu'on retrouve dans plein de films américains de cette époque. D'ailleurs il utilise ses codes justement pour les tourner, c'est ça qui est très intéressant. Et donc il utilise ce mec à bon escient dans le film, Roddy Piper, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, qui nous a quittés il y a quelques années, qui est pas un grand acteur, c'est un catcheur, mais qui s'investit à fond dans le rôle, et qui est très très intéressant dans la représentation de ce héros de la working class. Et moi j'y suis très attaché, étant donné que c'est un milieu dans lequel je viens. Donc il voit des choses un peu bizarres,
Et en gros, il trouve à l'intérieur de cette petite chapelle des résistants. Alors je vous préviens, je vais spoiler comme un bâtard, mais normalement vous avez déjà dû voir le film. Ou alors si vous l'avez pas vu, voilà, courez le voir parce que c'est un très 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 grand film. Et voilà, il découvre dans cette petite chapelle qu'il y a des résistants qui ont créé des lunettes qui leur permettent de voir la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous faire tout le film, mais en gros, ils découvrent qu'on est manipulé, dirigé, contrôlé par des élites ultra-libérales, voilà, une communauté malfaisante qui se sert des médias, de la pub, de la société de consommation, donc on est dans les années 80, pour contrôler la population et pour les aveugler. Et donc en fait en mettant les lunettes, il se rend compte que en fait on est dirigé par des extraterrestres qui symbolisent cette oligarchie, voilà, financière, spéculative, parasitaire, cette espèce d'élite oligarchique qui représente donc le haut de la pyramide. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de théories complotistes sur le film, etc., mais qui sont toutes très intéressantes. Il y a plein de choses très intéressantes si on va jusqu'au fond des choses. Et donc il y a beaucoup de le héros finalement passe par. Alors, c'est un film très symbolique, c'est pas du tout un film réaliste. Il y a d'ailleurs, ça souffre de beaucoup de choses. On est dans une série B, mais c'est très allégorique, c'est très symbolique. Et si on n'est pas emporté par le cynisme de notre époque et qu'on retourne un petit peu à la naïveté des années 80, c'est bourré de symboles qui sont hyper intéressants. Notamment, voilà, je vous l'ai dit qui découvre, c'est un héros blanc de la classe moyenne qui pote avec un black, avec un noir, donc ouvrier de la classe moyenne qui découvre la vérité. D'ailleurs, il y a une scène très intéressante où, après avoir découvert la vérité, John Nada va tout faire pour faire mettre ces putains de lunettes à son pote black, et ce dernier va complètement refuser, et il va y avoir une baston d'à peu près 10 minutes, hyper longue, presque hyper chiante, mais qui symbolise en fait par exemple que c'est très difficile quand on a découvert quelque chose, quand on a découvert une vérité, de la faire découvrir aux gens, de la montrer aux gens. Donc ça symbolise ça, voilà, ce combat interminable qui est en plein milieu du film, symbolise en fait la dureté que ça représente quand on a compris quelque chose, quand on a vu quelque chose, quand on a vu une vérité, de la partager au plus grand nombre, ou de la partager simplement à quelqu'un qui est proche de nous. C'est très compliqué. C'est un film qui touche à quelque chose de très profond au niveau de notre époque, ce que ça dit sur notre époque, ce que ça dit sur la désindustrialisation, la délocalisation, toute cette classe ouvrière des années 60, après la crise économique des années 70, qui a souffert en fait de ça. Dans le film, il y a beaucoup d'exemples. Le mec arrive dans la ville, John Nada, le héros, et il dit voilà, je travaillais dans une usine à Détroit, puis l'usine a fermé, puis il rencontre son pote Black, et son pote lui dit oui, mais moi aussi je bossais dans une usine, elle a fermé, etc. Donc ça parle aussi de la paupérisation de l'Amérique, etc. Voilà, cette Amérique qui a été cette Amérique d'un capitalisme sain, qui a été vendue en fait aux oligarques sur la base spéculative et financière. Donc je pense que le film est plus que bêtement anticapitaliste. Je pense que c'est ou bêtement anti-flic, ou bêtement anti-blanc, ou bêtement anti-religieux. Je pense qu'il va beaucoup plus loin, mais je n'irai pas plus loin parce qu'on est sur YouTube. Mais le film va beaucoup plus loin. En fait, il est beaucoup plus malin que ça. Et il nous laisse plein d'indices, et il n'est pas du tout... voilà, c'est pas du tout un film manichéen en fait. Il est bourrin dans sa description, dans sa dénonciation. Ça, c'est sûr qu'il est très bourrin, il est très série B, très années 80, mais il n'est pas du tout manichéen. Et ça va beaucoup plus loin quand on creuse un petit peu la chose. Donc voilà, le héros passe par tout un tas d'expériences pour découvrir la vérité. Il va fouiller il y a cette scène où il fouille les poubelles, les lunettes qu'il met pour voir la vérité à chaque fois lui font mal à la tête. Donc c'est vrai que c'est ça aussi, quand on découvre certaines vérités, ça nous fait mal au crâne, ça nous épuise, ça nous fatigue parce qu'on réfléchit, parce que ça nous procure un choc, etc. Voilà, à la fin du film, après avoir passé par toutes ces étapes de libération,
découverte de la vérité, voilà, délivrance, etc. Il y a tout un tas de thèmes, hein. Je peux pas tous les, je les ai pas tous notés, mais il y a tout un tas de thèmes qui parlent vraiment de la bascule en fait du capitalisme à l'ultralibéralisme sans limite, représenté par cette petite caste d'extraterrestres. Euh, voilà, ce sont des extraterrestres pour pas parler de, voilà, de certaines, d'un certain groupe de personnes, et c'est très intelligent. Mais, et donc à la fin, en fait, ce qui est aussi très années 80, il rejoint la résistance. En gros, ils rejoignent la résistance et il coupe voilà, il coupe l'antenne qui diffuse en fait, parce que tous les gens, en fait, comment expliquer? La télévision et les ondes envoient des images qui cachent en fait la vérité, et à la fin du film, voilà, donc il se rebelle, il intègre la résistance, et on comprend aussi que pour faire éclater la vérité, pour aller jusqu'au bout de son combat, il faut se sacrifier, et il se sacrifie à la fin, euh, avec un gros doigt d'honneur aux extraterrestres, ce qui est aussi la marque, voilà, de fabrique de John Carpenter, qui est un réalisateur très intéressant, qui est assez inclassable politiquement. Je pense qu'il faut. Le film peut être vu comme un film. Dans certains pays communistes, il est cité en exemple comme une espèce de, voilà, de roman, de critique anticapitaliste, ce qu'il est aussi. Mais je pense qu'il va beaucoup plus loin que ça. Et je vous laisse un peu réfléchir et découvrir par rapport au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, voilà, de mettre un peu en parallèle le monde dans lequel on vit, de voir Invasion Los Angeles et de réfléchir par rapport à ça. Mais encore une fois, on est sur YouTube, donc je vais pas aller plus loin. Et donc à la fin, voilà, il se sacrifie, il fait ouvrir les yeux à l'humanité, et il fait un gros fuck en disant bon ben vous m'avez baisé, vous m'avez buté, mais je vous ai quand même niqué. Au final. Et donc ça c'est très l'esprit what the fuck de John Carpenter, voilà, qui est encore une fois un réalisateur que j'aime beaucoup, qui a un esprit vraiment contestataire, et qui est pas du tout là où je le respecte beaucoup, c'est que je me sens très proche aussi de ce réalisateur là, c'est qu'il n'est pas du tout dogmatique, et il est très pessimiste comme moi sur l'avenir du monde à court terme. Par contre, il est très optimiste à long terme, c'est-à-dire qu'il pense que ça va péter comme moi, mais par contre, il est plutôt optimiste en ce qui concerne l'humain à long terme, c'est-à-dire qu'une fois que ça a pété et que l'humain est confronté à des choses terribles, il arrive toujours à remonter sur la selle voilà, et à remonter. Mais il est très critique envers cette époque. Je vous conseille aussi le film The Thing, par exemple, qui est aussi très 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 profond, et qui est un véritable chef-d'œuvre. Et je vous conseille à peu près toute la filmographie de Carpenter. De toute façon, j'ai souvent cité ici mes réalisateurs américains préférés, Clint Eastwood, Mel Gibson, Sylvester Stallone. Il y en a d'autres, hein. Il y a John McTiernan, Paul Verhoeven. Bon, il n'est pas américain, mais il a fait beaucoup de films américains, même Tarantino, etc. Mais John Carpenter, ça reste vraiment pour moi le plus intéressant, et qui dit le plus de choses sur l'Amérique. Et malheureusement, il a toujours été boudé par la critique, et il a toujours et même par le succès. Il a eu des succès, puis il a eu des grosses plantades, etc. Il a arrêté sa carrière de cinéaste il y a à peu près 20 ans. Il a jamais rien fait depuis. Mais voilà, c'est un esprit intéressant. C'est un mec un peu inclassable, que tu peux pas classer comme un mec de droite ou comme un mec de gauche. Il est idéologiquement inclassable, et ça me plaît beaucoup, parce que je m'y retrouve aussi. Et, euh, et voilà, il a vraiment cet esprit libertaire, salutaire dans ses films, mais par contre complètement nihiliste, chose que je ne suis pas vraiment. Donc il y a des aspects de sa personnalité, de ses films, que j'aime bien, mais je ne suis pas totalement proche de, de ça. Je dirais que je suis un mélange entre Clint Eastwood et Carpenter, quoi, au niveau de ma pensée. Voilà. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu comme ça. Donc voilà, il y aurait des tonnes et des tonnes de choses à dire d'autres sur ce film, qui est d'une richesse absolue, mais vraiment. Et ne vous laissez pas berner vraiment par le vernis série B. En plus, la VF est absolument dégueulasse. C'est les vieilles VF à l'ancienne de Cara Video, les vieilles VF de VHS. Qui ont un certain charme, mais qui ont vraiment, c'est les voix vraiment que vous retrouvez dans tous les nanars
du monde entier, qui ont été redoublés en français, c'est vraiment des voix immondes. Moi je l'ai toujours vu en VF ce film, je l'ai déjà bien sûr vu en VO, mais la VF a un charme très direct, quand on a une absence de cynisme propre au monde d'aujourd'hui, ça passe, moi ça passe toujours. Par contre, voilà, je vous conseille quand même aujourd'hui, si vous le découvrez, de le revoir en anglais, voilà, de le voir ou de le revoir en anglais, dans une bonne qualité, c'est quand même mieux. Effectivement, il souffre de beaucoup de ventre mou, surtout au milieu. Il y a notamment ce personnage féminin qui sert pas à grand chose, qui est introduite, voilà, que... mais ça, voilà, je vous laisse la surprise. Pour moi, c'est pas un personnage hyper intéressant, hyper travaillé, mais je pense que c'est aussi fait pour, je pense que c'est fait pour une raison. Je pense que tout est fait un peu pour une bonne raison. Euh, voilà, donc derrière le vernis de la série B, de ce petit film de série B très petit budget, très lent, il y a une superbe mise en scène et il y a surtout un super fond et un super propos. Et voilà, je vous invite à réfléchir, comme voilà, je vous incite de le faire par rapport au monde d'aujourd'hui, en revoyant le film, et vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, mettez vos lunettes et découvrez la vérité si vous le pouvez. Ciao.